Bien, il est 18h30. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier café virtuel, première conférence virtuelle de l'année 2023. Nous commençons sur les chapeaux de roue avec cette très belle rencontre avec l'association du Convoi 77. Vous allez voir, nous sommes en présence de Georges Mayer, qui est président de l'association et qui a la caméra allumée. Et nous avons également Claire Podetti, qui est professeure d'histoire-géographie dans l'Académie de Versailles et qui sera très à même de vous expliquer notamment tout le volet pédagogique, tout le parti pris à retirer de cette expérience à mener en classe avec le Convoi 77. Alors, cette association, personnellement, est une association que je trouve vraiment enthousiasmante. J'ai eu la chance de rencontrer Georges déjà à plusieurs reprises avec Claire. Et vous allez voir que c'est vraiment une rencontre qui est humaine, qui nous permet de travailler sur beaucoup de sujets différents, beaucoup de valeurs différentes, je dirais. Et avec nos élèves, c'est précieux, en fait, de pouvoir avoir ce genre d'approche. Alors, j'ai pas trop envie de déflorer le sujet parce que, bien sûr, Georges et Claire vont être nettement plus brillants et loquaces que moi. Mais j'espère que de cette conférence naîtront beaucoup de motivation pour rejoindre ce projet, pour le faire avancer et pour en faire profiter nos élèves. Voilà. Alors, je ne me suis pas présentée au passage. Je commence la conférence sans me présenter. C'est quand même incroyable. Alors, je suis donc Déborah Caquet, la présidente de l'association. Je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue. Je vous présente aussi mes meilleurs voeux pour l'année 2023. Et sans plus attendre, maintenant, bien, je laisse la parole à Georges et puis à Claire. Vous avez entière liberté, chers collègues et amis, pour organiser votre temps de parole. Je me tais. Bonne conférence à tous. Merci Déborah. Nous sommes, Claire et moi, très heureux de vous retrouver aujourd'hui donc pour ce premier café virtuel et donc pour vous présenter l'association Convoi 77, sa spécificité et aussi parce que nous serions très heureux, nous sommes d'abord très heureux de cette coopération qui est mise en place avec les clionautes suite effectivement à plusieurs rencontres que nous avons eues, Claire Podetti et moi, avec Déborah Caquet. Et nous avons trouvé que nous avions beaucoup de choses en commun et que nous pouvions effectivement peut-être mener des actions communes. Et j'espère que cette occasion qui nous est donnée aujourd'hui de présenter notre action et notre projet sera pour vous quelque chose qui vous motivera et qui vous donnera peut-être envie de rejoindre en fait l'expérience à laquelle nous vous convions. Nous allons vous présenter donc dans les minutes qui viennent l'association, le projet. Je le ferai dans ces grandes lignes. Et Claire, qui est enseignante et qui est la coordinatrice pédagogique du projet, qui a en plus l'avantage extraordinaire de suivre ce projet depuis ses origines, puisqu'elle a été une des premières enseignantes à participer même à l'expérience pilote qui a été lancée lorsque le projet était encore quelque chose de tout à fait théorique, avant qu'il ne soit accepté par le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes à votre disposition après nos présentations ou même pendant, si vous le souhaitez, pour répondre à vos questions et bien entendu par la suite. Alors, je vais partager un PowerPoint. J'espère que, alors on va faire ça. Il faut que j'ai l'autorisation de le partager, de partager l'écran. OK. Voilà, donc je vais pouvoir maintenant ouvrir mon PowerPoint et est-ce qu'il est visible ou pas? Est-ce que le PowerPoint est visible ou pas? Pour l'instant, non, Oh, Georges. ok, donc alors il faut que je le laisse ouvert, mais peut-être. Il faut bien appuyer sur voilà, Ah oui, partage bien sûr. avancé, Voilà, absolument. Voilà. partager l'écran. Oui, oui. Alors simplement, il faut que je revienne ici à partager l'écran. Voilà. Et que maintenant je rende là. Ok.
Voilà, donc il faudrait que je le... Ah oui, alors il faut que je le recentre maintenant. Alors attendez, une petite manipulation, ça devrait se passer sans trop de problèmes. Simplement, comment je déplace maintenant ça? Alors attendez, j'arrête de partager l'écran. Je vais revenir. Excusez-moi de ces petites Ce sont manipulations. les aléas du direct. Absolument, tout à fait. Donc je vais revenir ici en arrière. Voilà, ok. Le, euh, je vais. Voilà, maintenant il faut que je fasse ça. Ah, euh, je l'ai, je l'ai. Alors attendez, je vais faire une nouvelle manipulation. Je suis navré de vous imposer ça. Je vais fermer mon PowerPoint. Je vais le rouvrir. Euh, ah, ah, ici. OK, il est maintenant ouvert. Je reviens au partage d'écran. Voilà, partage d'écran. Et je l'ai ici. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui, oui, on voit bien. D'accord. Voilà, vous le voyez, mais vous ne voyez pas ce que vous devez voir, mais ça devrait venir maintenant. Ça va prendre un instant. Et maintenant, si tout se passe bien, je vais pouvoir le mettre en grand écran, c'est-à-dire comme ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que Sinon, vous voyez Georges, correctement? Oui, vous pouvez me l'envoyer. Je me charge de le présenter moi et ça ne vous empêche pas de poursuivre votre d'accord. propos, hein, il n'y a pas Je, de problème, hein. je vous l'avais en fait envoyé. Vous devez l'avoir. Attendez, je pense avoir trouvé la solution. Comment je peux agrandir cet écran? D'habitude, il y a un petit truc en bas qui permet d'agrandir, mais là, ça ne marche pas. Euh, Est-ce que, Déborah, je vous l'avais Mhm. envoyé, vous ne l'avez pas dans un mail que je vous ai envoyé Mais là, sur le moment, non. J'ai le travail de Claire. Est-ce que c'est le même? Non, non, non. Alors, je vais vous le... Est-ce qu'on le voit suffisamment comme cela ou pas? Ou on ne le voit pas bien? Là, ce qu'on voit, on voit uniquement, bon, je pense que pour tout le monde, c'est pareil. On voit une fenêtre avec présentation français 22, présentation PowerPoint. Ah non, Voilà, on alors, le voit. non, non, ça ne va pas du tout. Alors, attendez, je vais refaire quelque chose. Pourtant, moi, je le vois ouvert. Alors, attendez, il faut que je déplace ça. Je suis vraiment navré de vous imposer ça. Normalement, si je clique là-dessus, est-ce que là, c'est bon? Est-ce que vous le voyez là maintenant? Non, non, personnellement, je ne vois que. Je suis toujours sur le même point, Georges, il y a un problème. Bon, alors attendez, je vais revenir en arrière parce que moi, il est maintenant totalement lisible sur l'écran et il est en écran partagé. Alors, j'arrête de partager. Je vais repartager de nouveau l'écran. Voilà. Pardon, c'est celui-là, excusez-moi. Et là, ça devrait être bon. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est une bonne remarque, Déborah. Il y a une autre Déborah, oui, je pense que c'est toutes les fenêtres. Est-ce que c'est bon là maintenant? Oui, voilà. D'accord, Là, pour excusez-moi. moi, ça va, j'imagine que. J'espère que c'est bon effectivement pour tout le monde. Oui, a priori, oui, j'ai des messages qui me disent que c'est bon. Super. Encore une fois, navré de ces contretemps, c'est effectivement les problèmes du direct. Euh, Projet international Convoi 77, la façon dont nous définissons notre objectif, c'est de transmettre autrement l'histoire de la Shoah aux enseignants aux adolescents pardon, du 21e siècle. Alors maintenant, il faut que je passe d'une diapo à l'autre et c'est là où les choses se compliquent un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi je Parce ne... que je vois une petite. Voilà, très bien. Ah, d'accord, merci. Quelques mots sur l'association. Nous avons créé cette association, donc l'association Convoi 77 en 2014. Il s'agit d'une association
créé en France selon la loi de 1901 et qui a deux objectifs. Le premier objectif, le plus important, c'est un objectif d'éducation et un second objectif est un objectif de mémoire, ce que nous allons développer maintenant. Le convoi 77 lui-même, c'est le dernier grand convoi dernier grand convoi de déportation qui a quitté la France pour le camp d'extermination d'Auschwitz le 31 juillet 1944. 31 juillet 1944, nous sommes vraiment pas encore à la fin de la guerre, mais les Américains ont déjà depuis plusieurs mois débarqué sur le sol français, les Américains et les autres alliés. Il est clair que les nazis ont perdu la guerre, c'est la déroute un petit peu dans tous les endroits, bien que la guerre... Mais malgré cela, le nazi qui dirige le camp de Drancy depuis quelque temps déjà, qui s'appelle Alois Brunner, a décidé de faire partir un dernier grand convoi. Et c'est ce qu'il va faire le 31 juillet 1944. Il y aura encore quelques autres convois qui partiront de France et encore un ou deux convois qui partiront de Drancy. Mais celui-là est le dernier grand puisqu'il part avec 1306 personnes qui vont donc quitter Drancy pour Auschwitz le 31 juillet 1944 et parmi eux, plus de 300 enfants que Alois Brunner a fait rafler dans des maisons, dans des orphelinats juifs de la région parisienne pour compléter ce convoi selon les directives qu'il avait et pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient envoyés vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Une autre spécificité, particularité de ce convoi, c'est que dans ce convoi se trouvaient des personnes qui étaient nées dans 32 pays différents. Ils étaient tous venus, alors bien sûr il y avait un nombre très important et la grande majorité des enfants qui étaient nés en France, mais il y avait aussi des gens qui, à différentes périodes, déjà depuis le début du XXe siècle, entre quelques années avant le déclenchement de la guerre, étaient venus se réfugier en France en espérant que la situation en France serait préférable à celle qu'ils connaissaient dans leur pays. C'était le cas, par exemple, des Polonais, c'était le cas de certains Allemands, c'était le cas de personnes qui venaient d'un certain nombre de pays, aussi bien d'Europe, mais au-delà, ce que nous aurons l'occasion de voir par la suite. Notre projet a cette spécificité ou cette originalité d'aborder le problème de la Shoah en classe d'une façon un petit peu différente. C'est-à-dire que plutôt que de parler globalement de ce qu'a été la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale, nous souhaitons proposer donc à des adolescents, depuis la classe de troisième jusqu'à la classe de terminale, qui vivent aujourd'hui dans des villes ou des villages d'où était issu un déporté particulier, je dis bien un déporté particulier, de réaliser un travail de recherche afin de reconstituer son histoire personnelle. Et cette histoire personnelle sera donc reconstituée par des enfants qui vivent aujourd'hui dans la ville ou le village d'où ce déporté était issu. Il s'agit donc d'une démarche qui n'aborde pas la Shoah d'une façon globale, mais qui met l'accent sur l'histoire d'une personne particulière et au travers de l'histoire de cette personne va permettre aux enfants d'apprendre non seulement ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi d'avoir une certaine connaissance de ce qu'était la communauté juive lorsqu'elle existait là où ils vivent aujourd'hui, d'avoir une connaissance de ce qui s'est passé spécifiquement, non pas d'une façon générale en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ce qui s'est passé dans la ville ou le village où la classe, les enfants vivent aujourd'hui.
Et donc, nous proposons aux classes qui participent à notre projet un véritable travail de recherche qui débute par une recherche documentaire, qui se poursuit, quand cela est possible, par une recherche de témoignages, par visite dans des centres d'archives, dans des musées, dans des lieux de mémoire, mais quelquefois tout simplement à la mairie de la ville ou du village pour trouver des documents qui peuvent être spécifiques concernant ce qu'était la vie de cette communauté ou des personnes qui vivaient pendant la guerre là où les enfants vivent aujourd'hui. C'est l'occasion aussi de lire la presse de l'époque et donc d'assembler un certain nombre d'éléments, de documents qui vont leur permettre ensuite d'écrire la biographie de cette personne spécifique. Donc, comme je l'ai dit, il s'agit d'étudier autrement l'histoire de la Shoah. Nous proposons aux enseignants qui participent d'une façon bénévole à notre projet de travailler donc en utilisant des pédagogies actives. Il s'agit de faire ce que l'on appelle aujourd'hui de l'histoire de proximité, mais en ayant une démarche qui est une véritable démarche d'investigation scientifique où l'on commence à observer des phénomènes, des documents, où on réalise ensuite un travail d'analyse sur ces documents et sur les faits que l'on a pu rassembler, où l'on émet des hypothèses et où enfin on arrive à certaines conclusions qui sont donc la base de la réalisation de la biographie. Ce sont, et ça c'est très important pour nous, les élèves qui mènent l'enquête, l'enseignant étant leur guide, mais le travail essentiel est mené par les élèves eux-mêmes, et Claire vous le dira par la suite, qui très souvent organisent eux-mêmes la façon dont le travail va se réaliser, bien sûr sous la conduite de leurs enseignants ou de leurs enseignants, puisque dans de très nombreux projets, nous avons la chance d'avoir des enseignants de plusieurs disciplines qui souhaitent travailler ensemble sur le projet. L'entrée est très souvent par l'intermédiaire de l'enseignant d'histoire, mais se joignent à lui aussi souvent des enseignants de langue, des enseignants qui enseignent quelquefois l'éducation civique, mais aussi des enseignants d'art ou d'autres disciplines. Le projet a démarré, comme je vous l'ai dit très rapidement tout à l'heure, en 2016 par une expérimentation pilote faite à la demande du ministère de l'Éducation nationale dans 4 établissements de la région parisienne, 2 dans l'Académie de Versailles et 2 dans l'Académie de Créteil. Claire, que vous entendrez ensuite, était une des premières enseignantes à participer à ce projet. À la suite de cette expérience pilote menée sous le contrôle et la responsabilité d'un inspecteur général d'histoire-géographie, le ministère de l'Éducation et la ministre a décidé que ce projet était un projet important et intéressant, que le ministère allait soutenir. Et donc, le 27 janvier, nous sommes bientôt proches du 27 où l'on commémore la libération du camp d'Auschwitz. Le 27 janvier 2017, la ministre de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, a lancé ce projet qui se développe depuis, aussi bien en France qu'à l'international, comme nous aurons l'occasion de vous le dire plus en détail par la suite. Comment fonctionne ce projet? Nous mettons à la disposition de ceux qui participent au projet 3 sites internet dans 3 langues différentes, l'un en français, l'autre en anglais et le troisième en polonais. Les sites français et anglais sont très proches les uns des autres. Le site polonais, pour des raisons aussi bien à la fois culturelles que linguistiques, a été conçu d'une façon un petit peu différente et est géré totalement en Pologne par une partie de notre équipe que nous avons mis en place en Pologne, puisque la Pologne est, après la France, le pays où était né le nombre le plus important de déportés, environ 200 déportés qui étaient nés en Pologne.
comment le projet fonctionne lorsque l'on veut rejoindre ce projet. Alors, vous voyez, figure sur l'écran l'adresse le lien qui permet d'arriver sur le site internet qui est tout simplement www.conjoint77.org. Lorsque l'on souhaite participer au projet, il suffit de s'inscrire en ligne donc sur le site, dans une catégorie que l'on verra peut-être tout à l'heure qui s'appelle s'inscrire au projet. Lorsque un enseignant s'est inscrit, il se voit attribuer ainsi qu'à sa classe un déporté. Et là, il y a deux démarches qui sont possibles. Il est possible pour vous, enseignants, avant de vous lancer dans un projet, de consulter notre site dans une catégorie qui s'appelle soit liste de déportés, soit géolocalisation des déportés, et de voir s'il y a à proximité de chez vous, dans votre ville, dans votre village ou à proximité, un déporté sur lequel il est possible de réaliser une biographie. Et sur ces pages, donc, qui sont aussi bien la liste de déportés que la géolocalisation des déportés, vous pouvez voir si dans la liste, il y a quelqu'un sur lequel vous pouvez travailler qui est à proximité, si une biographie a déjà été réalisée, s'il y a une biographie en cours ou si simplement le projet sur lequel vous souhaitez travailler n'a pas encore été attribué. Donc, c'est une façon qui permet dans un premier temps, de se faire une idée sur les projets qui sont disponibles à l'heure actuelle. Et je vous rassure, il y a encore des centaines de projets qui sont disponibles à l'heure actuelle. Je souhaiterais ajouter tout de suite que même s'il n'y a pas dans votre proximité de déportés sur lequel vous avez la possibilité de travailler, mais que vous êtes, vous et vos élèves, motivés, cette dimension de la proximité géographique n'existera peut-être pas, mais vous aurez quand même la possibilité, si vous le souhaitez, de travailler sur l'histoire de quelqu'un qui se trouve dans un lieu peut-être plus éloigné, mais ce n'est absolument pas une contrainte qui vous empêchera, si vous le souhaitez, de participer au projet. Lorsque vous vous êtes inscrit et qu'un déporté vous a été attribué, soit sur la base de ce que vous demandez, soit sur la base de la recommandation que l'on vous fera, nous créons pour vous dans notre site, une sorte d'intranet où vous allez vous voir attribuer un espace de travail dédié dans lequel vous pourrez rentrer avec vos élèves avec un identifiant et un mot de passe dans lequel vous allez trouver beaucoup d'informations. Vous allez trouver d'abord des conseils sur la façon d'aborder le projet, mais vous allez trouver surtout des documents spécifiques concernant la personne sur laquelle vous avez travaillé, que nous avons rassemblés au cours des années précédentes dans de nombreux centres de documentation et d'archives en France et à l'étranger. Et d'une façon générale, comme nous avons rassemblé plus de 50 000 documents digitalisés concernant les déportés du convoi 77, vous aurez dans la majorité des cas de l'ordre de 20 à 30 documents d'intérêt quelquefois différents, mais qui sont des premiers documents à votre disposition pour commencer à travailler immédiatement sur l'histoire de cette personne. Le travail de recherche peut être réalisé en ligne, si vous le souhaitez, sur le site lui-même. Vous disposez aussi d'un forum qui vous permet d'échanger soit avec nous-mêmes, soit avec vos collègues qui participent au projet. C'est une proposition que nous faisons, mais vous pouvez bien entendu échanger avec des collègues d'une façon différente. Ensuite, bien entendu, au bout d'un certain temps, qui peut aller de quelques mois à une année entière, vous aboutirez avec vos élèves à l'écriture de la biographie qui nous sera ensuite communiquée et que nous publierons ensuite sur le site
en présentant bien entendu toutes les informations concernant les contributeurs, c'est-à-dire la classe, le nom des élèves si vous le souhaitez, et bien sûr le nom des enseignants. Donc voilà pour la démarche générale. Comme je vous l'ai dit, 32 pays sont concernés et dans chaque pays, nous devons mettre en place une stratégie particulière qui tient compte d'un certain nombre de choses. D'abord, le nombre de déportés qui sont nés dans le pays. Pour la France, c'est un très gros projet puisque environ 700 des déportés du convoi 77, dont les 300 enfants dont j'ai parlé tout à l'heure, sont nés en France. Donc il s'agit d'une infrastructure beaucoup plus lourde, mais aussi, point très important, la façon dont l'enseignement, dont la Shoah est enseignée ou n'est pas enseignée dans chacun des pays. Vous verrez par la suite que notre projet s'adresse aussi à des pays d'Europe et en dehors de l'Europe où, pour des raisons diverses, la Shoah n'est pas du tout enseignée. Et de notre point de vue, nous devons donc aborder ce problème d'une façon particulière. Je signale aussi un point important qui est le contexte sociopolitique qui peut faire, alors je prendrai l'exemple de la Pologne, mais aussi d'autres pays comme la Hongrie ou encore d'autres pays, où compte tenu de la façon dont est racontée aujourd'hui la Seconde Guerre, les difficultés de mettre en œuvre un projet de cette nature sont plus ou moins grandes. Voilà un petit peu les pays concernés par les projets et le nombre de déportés. Vous avez des couleurs aussi qui vous indiquent la façon dont aujourd'hui le projet fonctionne dans ces pays. La France, donc un peu moins de 700 déportés avec, je dirais, un projet qui fonctionne très très bien, avec de très nombreux projets. Même chose pour la Pologne. La Turquie est en rouge parce que malheureusement aujourd'hui, pour des tas de raisons, ce projet n'a absolument pas pu démarrer dans un pays comme la Turquie. Très rapidement, l'Algérie, qui était à l'époque un territoire français, c'est la raison pour laquelle nous avons un nombre important de déportés du convoi 77 qui étaient nés en Algérie. Le projet a démarré dans le réseau des écoles françaises en Algérie par l'intermédiaire de l'AEFE, mais nous savons que nous aurons quelques difficultés à élargir ce projet au-delà des écoles françaises en Algérie pour des raisons assez compréhensibles. L'Allemagne, ensuite, est un pays où le projet aussi fonctionne très bien. L'Ukraine, le projet a démarré, mais malheureusement, compte tenu de la situation de guerre qui existe à l'heure actuelle, nous savons très bien que en tout cas cette année et peut-être pendant des années encore, malheureusement, le projet ne pourra pas se développer en Ukraine. Donc, comme vous l'avez vu, donc ce premier groupe est le groupe qui comprend le nombre le plus important de déportés, donc de l'ordre de 1000 déportés. Un second groupe avec un nombre moins important de déportés. Roumanie, Autriche, Russie, Grèce, dans tous ces pays, le projet a déjà démarré. La Hongrie, malheureusement, nous sommes au point zéro. La Tunisie est un pays où nous avons quasiment terminé le projet à l'heure actuelle pour des raisons spécifiques, puisque nous avons eu beaucoup d'aide et de contributions dans ce pays. La troisième catégorie est composée de pays divers en Europe, mais aussi au-delà, avec un nombre dans chacun des pays de moins de 10 déportés. Donc, je vous laisse regarder, on passe très rapidement. Dans certains des pays, nous sommes, comme vous le voyez, Moldavie, Biélorussie, Bulgarie au point zéro. Et dans les autres pays, le projet fonctionne déjà, soit sous une forme relativement réduite, soit sous une forme beaucoup plus développée. Par exemple, pour le Maroc, le projet est achevé puisque les 4 biographies qui devaient être réalisées dans ce pays ont été à la fois attribuées et pour la grande majorité d'entre elles déjà réalisées. Je passe très rapidement pour les autres pays pour vous donner une idée donc un petit peu de la dispersion géographique des gens qui étaient dans ce convoi: République tchèque, Égypte, Luxembourg, Lettonie, Slovaquie,
Royaume-Uni, et voilà, d'autres pays, Israël, qui, pour un des déportés, donc, était né dans la Palestine de l'époque. Un déporté était né à Cuba, on ne sait pas pour quelle raison il se trouvait aussi en France, et encore d'autres pays avec aussi un seul déporté. Quels sont les moyens de communication que nous avons à notre disposition et aussi à votre disposition? Nous avons, comme je vous l'ai dit, différents sites Internet, donc dans 3 langues, français, anglais et polonais. Nous utilisons aussi Facebook et nous diffusons des newsletters. 2 sites Internet, je l'ai dit, je vais repasser très rapidement dessus. Un site tout public, donc à l'adresse convoi77.org, où vous trouverez dessus énormément d'informations sur le projet général, sur la façon dont il fonctionne, où vous trouverez toutes les biographies déjà réalisées, vous trouverez des actualités sur le projet, où vous trouverez des informations générales. Et un deuxième site qui est un site spécifique qui s'appelle educonvoi77.org, qui est à la disposition des enseignants et qui est donc le site qui vous permettra, lorsque un projet vous sera attribué, si vous souhaitez participer à notre projet, ce sera sur ce site-là que vous trouverez l'ensemble du matériel dont vous aurez besoin pour travailler et pour être en contact avec nous. Très rapidement, vous le verrez par la suite, vous le consulterez si vous voulez, la façon dont se présente le site général. Là, j'ai montré la première page. Là, je montre une page qui s'appelle la liste des déportés, où vous allez trouver par ordre alphabétique la liste des 1300 personnes qui étaient dans ce convoi, avec des informations de base dont nous disposons, c'est-à-dire leur nom, leur prénom, leur date et leur lieu de naissance, le nom de jeune fille pour les femmes qui étaient mariées, leur pays d'origine, leur dernière adresse en France avant la déportation et leur lieu d'arrestation. Avec, vous voyez une petite flèche rouge sur le côté, avec une petite case qui vous permet de rentrer un mot qui peut être le nom d'une personne ou un lieu ou un pays ou une adresse qui vous permettra de savoir très précisément, d'avoir des informations donc tout à fait spécifiques sur la base des données que vous rentrerez, qui seront par exemple un nom, une adresse, une ville ou un lieu particulier. Là, je présente très rapidement la page qui se trouve dans la catégorie qui s'appelle « Participer au projet », où vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de vous inscrire. Très rapidement, mais Claire parlera plus en détail. Voilà, par exemple, une page qui serait la mienne si je participais au projet, qui est celle qui est attribuée à un enseignant et ses élèves, où il va trouver, alors qu'il a la possibilité donc de s'approprier en mettant par exemple une photo de ses élèves, en mettant une photo de l'enseignant s'il le souhaite aussi, et ensuite les différentes catégories d'informations qu'il va avoir à sa disposition, des conseils pédagogiques, les documents d'archives spécifiques concernant la personne sur lesquels la classe et les élèves vont travailler, des tutoriels permettant donc de régler des points particuliers d'information qui sont quelquefois nécessaires, et un forum de discussion pour échanger avec nous, mais échanger aussi éventuellement avec d'autres collègues. Nous avons aussi 2 outils Facebook, un groupe Facebook qui est un groupe fermé où il suffit de s'inscrire, qui est a priori plutôt destiné aux membres de l'association et aux familles et amis des déportés, mais qui est ouvert à tous, bien évidemment. Et nous avons une page Facebook en accès libre qui est, elle, plus spécifiquement destinée aux enseignants et aux chercheurs. Tout cela se trouve facilement sur Facebook lorsque l'on met Convoi 77.
Voilà, par exemple, ce qu'était, ce n'est pas actualisé, hein, ce que l'on peut voir donc sur le groupe Facebook auquel vous pouvez avoir accès. Et voilà, par exemple, sur la page Facebook, la présentation d'interviews d'enseignants qui ont participé au projet Convoi 77. Nous avons en plus à votre disposition une newsletter enseignant qui est diffusée 3 ou 4 fois par an, qui est réalisée par des étudiants de Sciences Po qui participent à notre projet et qui nous aident donc dans la mise en œuvre de ce projet, et une newsletter générale. Comment recevoir ces newsletters? Il suffit sur le site de s'inscrire en disant je souhaite recevoir la newsletter, et vous êtes immédiatement, vous recevez à ce moment-là tout de suite les informations. Si un beau jour ça ne vous intéresse plus, il suffit de vous, comment dirais-je, d'indiquer que vous ne souhaitez plus la recevoir, et vous ne la recevrez plus. Quelques mots sur les informations mises à disposition provenant des différents centres d'archives. Pour pouvoir mettre à votre disposition des archives considérables, nous avons passé des conventions avec les principaux centres d'archives qui existent en France, que ce soit les archives du ministère des Armées, que ce soit les archives de la préfecture de police de Paris, que ce soit les archives nationales, mais aussi à l'étranger, puisque nous avons accès aux archives de Bad Arolsen en Allemagne, donc où se trouvent des archives importantes nazies et qui ont leur sens pour des gens qui sont rentrés dans le camp d'Auschwitz, où on peut retrouver des documents personnels concernant ces personnes. Toutes ces archives ont été, chaque fois que nous les avons découvertes, digitalisées, et ce sont donc ces archives digitalisées que nous mettons à votre disposition. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons à l'heure actuelle plus de 50 000 documents qui sont digitalisés et disponibles. Quel est le point de la mise en œuvre de notre projet au jour d'aujourd'hui? Donc, comme je vous l'ai dit, le projet a débuté dans 20 sur les 32 pays concernés. Au jour d'aujourd'hui, 341 biographies sont disponibles en ligne en français et en anglais, mais je souhaiterais ajouter aussi dans des langues supplémentaires, puisque nous souhaitons, chaque fois que cela est possible, de faire en sorte que les biographies qui existent pour l'ensemble du public en français et en anglais soient aussi disponibles dans la langue de naissance des déportés, pour que, par exemple, en Allemagne, des enseignants, des élèves, mais aussi des chercheurs ou des familles puissent consulter les documents et les biographies qui ont été réalisées dans leur langue. C'est la raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui, en plus du français, de l'anglais, mais aussi du polonais, nous avons des biographies qui existent en allemand, et vous avez vu que nous avons travaillé dans un certain nombre de pays dont la langue maternelle est l'arabe. Il y a à l'heure actuelle une bonne vingtaine de biographies réalisées par des élèves, aussi bien en France qu'à l'étranger, sur des déportés qui étaient nés dans des pays dont la langue maternelle est arabe. Donc, dans ces pays, nous mettons à leur disposition aujourd'hui une vingtaine de biographies qui ont été traduites en arabe et qui sont donc aussi sur le site. 250 projets sont à l'heure actuelle en cours de réalisation par des enseignants aussi bien en France qu'à l'étranger. Et un dernier point, mais c'est quelque chose que vous pourrez voir par vous-même, nous n'imposons absolument aucun cadre ni forme particulière pour la réalisation de ces biographies. Vous êtes totalement maître du travail qui sera réalisé en fonction à la fois de votre inspiration, de vos moyens, du temps que vous pouvez consacrer au projet, mais aussi du nombre et de la qualité des documents qui ont été mis à votre disposition, que vous allez découvrir et qui feront que la biographie pourra être plutôt très riche ou plutôt moins riche.
En ce qui concerne les formes variables, vous êtes tout à fait libre d'ajouter à cette biographie tout ce qui vous semble intéressant et Claire vous donnera de nombreux exemples sur ce qui a été fait dans ce sens par de nombreux enseignants. Là, je présente très rapidement la façon dont une biographie se présente. Chaque fois que ce n'est possible, nous avons donc en tête la photo du déporté, mais dans un certain nombre de cas, il n'y a aucune photo. Et on a des cas très touchants où les enfants ont essayé d'imaginer ce que pouvait être la physionomie du ou de la déportée. Et donc, nous faisons figurer à la place de la photo quelquefois des dessins qui ont été faits par des enfants lorsqu'il n'y a pas d'autre chose. Il y a ensuite le texte de la biographie. À la fin, le nom des contributeurs, les élèves et les enseignants. Et il y a de la place pour des personnes qui souhaiteraient réagir sur la biographie, soit pour dire des choses sympathiques, bravo, c'est très intéressant, ça m'a beaucoup plu, ça m'a apporté des choses, ou nous dire votre travail est incomplet, je dispose d'informations supplémentaires qui permettraient de compléter cette biographie. Et donc, c'est quelque chose de vivant qui permet à ces biographies qui ont déjà été constituées dans un premier temps par une classe et par des élèves d'être complétées au fur et à mesure par des informations qui peuvent venir en fait du monde entier, puisqu'à partir du moment où ces biographies sont en ligne, elles sont sur Internet, tout est ouvert et nous recevons bien sûr dans le cadre de cette catégorie de réactions, de nombreuses réactions que nous ne mettons pas immédiatement en ligne pour éviter, par exemple, des insultes ou des choses de cette nature. Mais lorsque, bien entendu, ça a un sens et de l'intérêt, elles sont immédiatement publiées et vues et visibles par tous. Voilà, par exemple, je ne pensais pas, voilà un cas où nous n'avions pas de photo de cet enfant et où les élèves ont décidé d'imaginer ce que pouvait être le visage de cet enfant. Très rapidement, pour conclure ma partie, que souhaitons-nous faire aujourd'hui? Nous souhaitons cette année, maintenant que nous sortons du Covid qui nous a, comme tout le monde, beaucoup handicapés, puisque de nombreux projets ont été soit abandonnés, soit remis pendant la période du Covid, parce que, bien entendu, il y avait d'autres priorités. Nous souhaitons réaliser cette année de l'ordre de 200 nouveaux projets. Nous mettons un accès particulier sur ce que j'appelle des projets collaboratifs entre la France et d'autres pays. Je voudrais juste dire un mot de ce point précis. Lorsque, par exemple, un déporté est né en Pologne et est venu se réfugier en France, nous essayons de proposer à une classe polonaise de travailler sur la vie de cette personne avant sa venue en France, depuis sa naissance jusqu'à son départ de la Pologne, à une classe française dans la ville où cette personne s'est réfugiée de travailler sur sa vie depuis son arrivée en France. Et bien évidemment, nous encourageons les enseignants et les élèves des deux pays à se rencontrer d'abord d'une façon informelle sur Zoom et quelquefois, Claire vous donnera des exemples qu'elle a vécu aussi, de se rencontrer réellement, que ce soit dans un pays ou dans l'autre, et donc d'avoir pour les enfants et pour les enseignants cet intérêt et ce plaisir de travailler sur un projet de mémoire européen et d'échanger avec d'autres jeunes Européens sur ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale et la Shoah dans leur pays, avec la possibilité peut-être par la suite de continuer à mener en commun des projets. Le dernier point, qui est juste une information que je souhaite vous présenter, nous essayons de mettre en place cette année une conférence internationale qui vraisemblablement aura lieu à Bruxelles, où nous souhaiterons mettre en avant les projets les plus intéressants, les plus significatifs concernant l'enseignement de la Shoah en Europe. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je vous propose
Si vous le souhaitez, soit de réagir maintenant et de poser éventuellement des questions, ou ce qui serait peut-être plus utile et préférable, à moins qu'il y ait des questions tout à fait spécifiques sur ce que je l'ai dit, sur ce que j'ai dit, pardon, d'attendre dans un second temps la présentation de Claire et à ce moment-là, peut-être de centraliser toutes les questions à ce moment-là. C'est en fait, Déborah, à vous de décider de la façon dont vous souhaitez que l'on procède. Silence radio. Oui, excusez-moi, non, je disais, Déborah a dû nous quitter, j'ai repris la suite de l'animation, Monsieur Maréchal, Geoffrey Maréchal, on s'était rencontrés ouais, à Paris. Bonsoir, oui. Voilà, donc dans la suite de ce que vous venez de dire, effectivement, si quelqu'un souhaite réagir, poser une question, n'hésitez pas. Alors, je propose peut-être que Claire fasse maintenant sa présentation et que donc les questions viendront vraisemblablement à la fin s'il y en a. Donc, Claire, tu as la parole. D'accord. Alors, je vais essayer, comme Georges, de partager donc mon écran. Alors, partager, voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation? Tu es beaucoup plus douée que moi. C'est vrai? Oui, oui, on la voit. Bon, très bien. Alors, merci à Déborah et aux Clionautes de nous accueillir et de nous permettre de présenter ce projet. Alors moi, je suis comme vous enseignante dans un collège, comme Déborah l'a dit, à Palaiseau, donc dans l'Académie de Versailles. Et j'ai eu la chance au tout début de rencontrer Georges qui cherchait des collègues pour en fait mener un tout premier projet. C'était un galop d'essai et ça a été assez fabuleux. Donc depuis, tous les ans, je continue et même, je vous dirais en conclusion que ça m'a permis, moi, de faire de l'histoire locale sur Palaiseau et sur les déportés de Palaiseau, puisque aucun déporté du convoi 77 n'habitait l'Essonne. Alors, pour commencer, en fait, moi, j'y vois vraiment pour nous, trois grands intérêts. Mieux comprendre la Shoah, initier les élèves à la recherche historique et à l'écriture, et rendre les élèves acteurs. Alors, mieux comprendre la Shoah, bon, Georges l'a dit, ce qu'on voit par le 31 juillet 1944, on est à la fin de la guerre et pourtant les Allemands déportent massivement. C'est un des plus gros convois qui est parti de France vers Auschwitz. Donc, on voit bien là la priorité et c'est intéressant de montrer ça aux élèves. En travaillant également sur des destins individuels, ça permet d'illustrer le cours, c'est-à-dire au-delà des chiffres. Alors en collège notamment, je pense qu'en lycée, les élèves ont évidemment une vue un peu plus importante, mais en collège, le fait de personnifier, ça donne une dimension sensible et ça permet ensuite que les élèves se questionnent et d'ancrer davantage de connaissances. Et puis au-delà de ça, on est aussi, comme Georges vous l'a dit, dans un convoi qui est en fait un microcosme de la société française, une trentaine de nationalités. Donc c'est aussi la possibilité d'aborder une histoire plus longue de ce qu'a été l'immigration française, et notamment des politiques des années 20-30. Et puis, bien sûr, on est là dans la microstoria, c'est-à-dire la possibilité de faire de l'histoire locale et de montrer, alors certains d'entre vous ont peut-être lu le dernier livre de Laurent Joly sur la rafle du Veldiv, la marge de manœuvre qu'avaient justement certains policiers et certaines personnes, c'est-à-dire qu'on voit là, en revisitant cette histoire locale, et ben, des destins totalement différents. En fait, et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant. Et puis, pour les élèves, ben en fait, parfois, c'est une découverte des lieux dans lesquels ils vivent. Moi, je sais que mes élèves ne connaissaient pas forcément tous les endroits de Palaiseau. Alors, la recherche historique, évidemment, puisqu'il est question d'écrire la biographie, et c'est le grand intérêt de ce projet, c'est de fournir aux enseignants les premières archives. Et quand Georges l'a dit, c'est-à-dire pour chaque déporté, bon,
quand même quelques exceptions, on a quand même une vingtaine ou une trentaine de documents qu'on donne à l'enseignant qui démarre le projet. Et donc ça, c'est magnifique parce qu'en fait, on va vraiment écrire de l'histoire et puis se poser toutes les questions, mais ça, je vais vous le montrer. Et je termine donc par rendre les élèves acteurs de ce projet, mais là, je vais vous illustrer un petit peu de 3 ou 4 exemples que j'ai menés avec mes élèves. Alors en fait, Georges l'a dit, totale liberté pour la présentation des biographies. Alors on demande quand même un support écrit, c'est-à-dire que la biographie doit être rédigée, mais au-delà de ça, tout est possible. Et je vais vous montrer, il y a eu des collègues qui ont fait des propositions vraiment magnifiques. On stocke, nous, quelques œuvres différentes, ça peut être des créations artistiques, mais pour le site, il faut évidemment qu'il y ait quand même au moins un support écrit. Alors moi, j'ai travaillé, donc vous le voyez ici, j'ai essayé de mettre 4 années de suite sur, quand Georges m'a proposé le projet, en fait, j'ai regardé, donc personne dans l'Essonne, et puis je lui ai dit, mais moi je connais très bien Ida Grinspan, et son père était dans ce dernier convoi. Et j'ai vraiment envie de travailler avec elle parce qu'elle venait témoigner au collège, parce qu'on était amis. Et donc, la première année, l'essai a été, la première biographie que j'ai rédigée avec les élèves, était sur Yankel. Et puis ensuite, on a travaillé sur les sœurs Klotz, que vous voyez en photo ici, Denise et... j'ai oublié son prénom, alors c'est pas Flore. Non, Flore, c'était la maman. Bon, j'ai oublié, vous voyez. Léo Cohn, et puis les 2 dernières, c'était Charlotte et Ruth. Alors, moi, ce que je voulais, et c'est une possibilité que vous avez, c'est de dire, mais moi, j'ai envie de travailler sur un enfant ou sur une famille. Et donc, moi, je voulais en fait qu'il y ait des descendants. Je voulais qu'il y ait un contact, qu'il y ait des archives familiales. Donc, c'est un petit peu ça qui nous a guidés après dans les choix des déportés, où Georges, pour Léo Cohn, qui m'a dit travaille sur Léo, et ça a été assez fabuleux. Alors, à chaque fois, donc moi, j'ai la chance maintenant, comme ça fait... avant ça, je travaillais sur d'autres projets, donc d'avoir 1 heure par semaine. On a même eu autant 2 heures à un moment par semaine en codisciplinarité avec ma collègue de français. Bon, alors je le négocie, mais ça, je peux vous montrer. Et en collège, c'est peut-être plus facile, sauf qu'en lycée, maintenant, avec les enseignements de détermination, il y a un volant d'heure et 2 collègues qui peuvent peut-être aussi le faire. Donc, moi, je voulais que ce soit, avec les collègues, on voulait que ce soit des projets en fait interdisciplinaires. Alors, au moins français-histoire, et puis au gré des années, la collègue d'art plastique, de musique, et des projets également artistiques. En fait, on est dans le cadre d'un pacte, d'un projet donc lié à la DAC. Et donc, on travaille avec un comédien et une artiste ou 1 ou 2 artistes plasticiens. Alors, mais là encore, tout est possible. Certains collègues décident de travailler dans le cadre du club histoire avec des élèves volontaires. D'autres élèves le proposent sur toutes les classes de 3e sur la base du volontariat. Tout est vraiment laissé. Et parce que c'est vous, enfin c'est nous, j'ai envie de dire, je m'inclus, qui connaissons le mieux à la fois le lieu où on enseigne et les possibilités. Alors, le projet, chez nous, on le présente en début d'année, puisque la classe a 1 heure par semaine en plus de l'emploi du temps. Et en fait, il commence en français par la lecture d'un livre qui est en lien avec l'autobiographie, puisqu'en français, un des gros chapitres de l'année de 3e, c'est l'autobiographie. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. J'aurais pu mettre également Presque sœur de Chloé Corman. Nous, on a des élèves assez bons lecteurs, donc on propose une palette assez variée qui va du sac de billes à certains romans graphiques. Le dernier, la recherche de Jeanne, c'est une élève que j'ai rencontrée à Blois au Festival de l'Histoire, et c'est une ancienne élève d'une amie qui a recréé le destin d'une personne. L'idée, c'est que les élèves se posent des questions et pas mal de questions surgissent que la collègue de français va traiter.
Qu'est-ce qu'on choisit de raconter dans une vie, de dire ou de taire? Qu'est-ce que c'est que d'écrire une biographie? Et là, on parle d'une autobiographie littéraire, et c'est l'occasion pour moi de parler de ce que va être une biographie, par contre, historique. Donc là, c'est vraiment le but, c'est de montrer aux élèves la différence et puis également les analogies. Et nous, on essaie que les élèves rédigent les deux biographies. Et puis, le projet commence vraiment avec le cours d'histoire. Une fois que le cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, la France de Vichy est fait, je mets les élèves avec ma collègue, donc on les met sur les archives directement. Donc, les archives que nous a donné le Convoi 77 par groupe, avec un questionnaire assez précis. Qui a rédigé ce document? Donc, chaque groupe a à peu près le même questionnaire. Quand, où, à qui est-il destiné? Puisque le dossier de Caen, alors vous savez peut-être pas, mais du service historique de la défense, pour chaque déporté de France, qu'il soit politique, donc résistant ou juif, un dossier a été ouvert, constitué par la famille ou par l'État. Et dedans se trouvent des documents parfois très intéressants. Qu'est-ce qu'on apprend sur ce document, et surtout, ce qu'on apprend évidemment sur le déporté, hein, c'est ce qui va être l'objet de ce premier travail sur les archives, et puis les questions qu'il soulève. Et à la fin donc, de ces 2 heures en général, on fait une sorte de carte de mémoire, ou en tout cas un résumé que tous les élèves prennent. Et c'est souvent là qu'apparaissent des thématiques en lien évidemment avec les archives que l'on a, et qui vont déterminer après, alors pas toujours, mais parfois des thèmes de la biographie. Parfois non, mais enfin, quand même la plupart du temps, c'est ce premier travail sur les archives qui a nourri la biographie. Et ensuite, avec les élèves, on a continué sur ces thématiques-là. Alors moi, j'avais travaillé sur IDA. Alors sur IDA, on avait très très peu de documents familiaux, hein. J'espérais qu'il y ait des archives familiales. En fait, il y avait très très peu de choses. Bon, vous connaissez peut-être l'histoire d'IDA. Elle a été cachée à la campagne, et elle a apporté avec elle quelques photographies, le faire-part de mariage de ses parents, un dé à coudre, et pas ce document qui est en fait l'acte de mariage traduit. Et donc, on avait très, très, très peu de choses. Et l'idée, c'était d'enquêter évidemment avec les élèves, de trouver d'autres documents. Sur les sœurs Klotz, on avait beaucoup de photos, mais très très peu de choses également. La famille, alors par contre, était là et connaissait l'histoire, mais on avait peu de documents, et dans le dossier de Caen, il n'y avait pas grand-chose en fait. Il y avait quand même des photos, pardon. Sur les Hauts-Cônes, alors on était à l'opposé, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une biographie sur Internet et énormément de documents. Donc la question qu'on s'est posée avec les élèves, c'est que fait-on? Et comment est-ce qu'on fait une biographie autre, puisque là, il y a énormément de documents. Donc, on s'est posé la question à la fois de recevoir évidemment les descendants, et puis de chercher d'autres documents pour essayer d'écrire une biographie qui ne soit pas comme elle était sur Internet, si vous regardez, très hagiographique. Bon, Léo Kohn était quelqu'un d'assez extraordinaire, mais la biographie est... bon, vraiment, elle est un peu trop hagiographique, et ça, on a bien travaillé là-dessus avec les élèves. Et puis, sur Charlotte et Ruth Menzel, Catherine, donc qui est ici sur la photo, c'est la petite fille là avec la plus petite des sœurs, a gardé, elle n'a pas été déportée, son petit frère à côté non plus, et donc elle avait gardé énormément de documents, mais on a trouvé également des documents de l'école du Bauhaus, puisque sa maman a fait partie des premiers élèves du Bauhaus. Donc, la question qu'on se pose après, c'est où trouver des nouvelles archives? Alors, moi, c'est un petit peu mon rôle au Convoi 77, si vous participez au projet, c'est de vous guider. Donc, il y a évidemment les archives du Mémorial de la Shoah, facilement accessibles, le fonds Badar Olsen, très facilement accessible maintenant en ligne. On en a déjà, puisque Georges a missionné un chercheur, et on a beaucoup des archives donc d'Auschwitz. Badar Olsen, ce sont les archives d'Auschwitz pour ceux qui sont rentrés dans le camp. Or, dans le Convoi 77, beaucoup sont rentrés dans le camp, hein,
sont morts, mais n'ont pas été forcément gazés tout de suite. Il y a évidemment les archives de Pierre Fitz, qu'on appelle le Fonds de Moscou. Et là, on a également une partie de ces archives-là, mais pas toutes. Et là, je peux facilement vous aider à en trouver. Et puis, évidemment, l'état civil, les archives municipales. On va faire une présentation avec la collègue qui est missionnée dans le Val-de-Marne, et on va essayer de faire dans chaque département de la région parisienne peut-être une formation pour essayer de prendre ces archives. Par exemple, moi, je travaille cette année sur Orsay. La mairie d'Orsay a gardé toutes les archives de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a le registre des étrangers, on a énormément de documents. En fait, alors, ce n'est pas le cas de toutes les mairies. Souvent, les fonds ont été reversés aux archives départementales. Et puis, évidemment, puisque nous avions choisi qu'il y ait des descendants, il fallait préparer les rencontres, c'est-à-dire, savoir quelles questions on allait leur poser. Et donc, pour cela, avoir épluché et commencer un premier canevas biographique avec les élèves, puisqu'il n'était pas question de démarrer ces rencontres qui étaient... Alors pour Ida, on a fait 3 rencontres dans l'année, mais pour les autres descendants, c'était une seule rencontre. Donc, il fallait que les élèves connaissent bien la vie déjà et puis posent des questions vraiment importantes. Alors, je vous raconte brièvement, parce que pour Ida, on a retrouvé dans les archives de Pierre Fitt, en fait, cet acte de mariage qui montrait qu'en fait, son père avait eu une première épouse avant. Alors, tout d'un coup, en fait, sa mère, était mariée et divorcée, voilà. Et quand on est revenu des archives avec ma collègue, puisque c'était trop compliqué d'emmener les élèves, on y avait pensé, parce que les archives de Pierre Fitt sont très, très favorables à ça. Et pour les collègues du Convoi 77 peuvent vraiment facilement organiser une rencontre. Mais on s'est posé la question avec les élèves, est-ce qu'il faut dire ou pas à Ida, puisqu'elle ne savait pas ça, que sa mère avait été mariée une première fois. Donc, c'est aussi ces questions-là qu'on soulève, des questions parfois très, très intimes. Et puis, on s'est dit, mais oui, il faut le dire à Ida. Après, on verra, on n'est pas obligé de le mettre dans la biographie, mais par contre, c'est important qu'Ida connaisse ce document. Donc, j'ai dit aux élèves, écoutez, je vais aller lui dire, puisque moi, je déjeune fréquemment avec elle, donc quand elle était encore en vie, pour pas que ce soit devant vous, parce que si c'est trop difficile, il faut aussi, et ils ont bien compris ça, qu'elle puisse dire, non, on n'en parle pas et je ne souhaite pas. Et donc, Ida, elle m'a dit, non, c'est pas possible. Alors, je dis, tu sais, Ida, si, c'est un document, donc c'est... Et puis, non, alors on dit pas, elle n'a pas du tout voulu qu'on en parle. Et puis, au bout de quelques mois, une fois où elle venait rencontrer les élèves, elle leur a dit, écoutez, c'est fabuleux ce que vous faites, parce que si ça se trouve, grâce à ce que vous avez découvert, j'ai des demi-sœurs et des demi-frères un peu partout. Et c'était magnifique, je trouvais, parce que si certains d'entre vous la connaissaient, c'était quelqu'un de fabuleux. Pour Léo Kohn, on a eu la chance de trouver énormément de lettres que ces enfants ne connaissaient pas, conservées dans le fond des éclaireurs israélites de France et qui avaient été gardées parce que Léo faisait de la résistance dans le sud et toutes ces lettres ont été conservées. Donc ça a permis de donner à cette biographie qu'on allait écrire une tournure totalement différente de celles qui étaient sur Internet et de nous donner des choses. Et ça, c'était assez fabuleux. Alors, avant de recevoir les témoins, quand même oui, puisqu'ils venaient faire un témoignage sur leurs parents pour chacun, j'ai fait intervenir une journaliste de la réserve citoyenne. Donc ça, vous pouvez facilement, ils sont très demandeurs, Louise Gamichon, en lui demandant, Louise, elle travaillait pour le Convoi 77, donc c'est quelqu'un qui était déjà particulièrement sensibilisé, évidemment, à cette question, mais de préparer une interview, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va interviewer quelqu'un. Et donc, elle leur a montré à la fois l'empathie qu'il fallait avoir, l'écoute, parce qu'il n'est pas question de reposer une question si la personne a déjà répondu, parce qu'elle a fait une réponse très, très longue. Donc, bien prendre des notes. Et pour un élève, ça lui a permis de faire son stage de 3e avec Louise et de rédiger
un petit article voilà, qui, avec tous les moyens, enfin, Louise lui avait mis vraiment toutes les, ce que possèdent les journalistes pour faire un format vraiment journal, et c'était assez fabuleux. Donc ça, on l'a fait paraître évidemment pour le collège. Alors, voici les rencontres. À chaque fois, ça a été des moments... bon, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, hein, fabuleux. Pour les enfants de Léo Cohn, vous les voyez là, Aviva, Ariel et Noémie, ils sont venus d'Israël, puisque chacun vivait en Israël. Et en fait, je les ai contactés par téléphone. Georges m'avait dit, mais vas-y, essaye. Et ça a été un moment mais incroyable, à la fois pour eux de découvrir que des enfants français travaillaient sur leur père, et puis pour nous, parce que évidemment, chacun, alors notamment Ariel et Noémie, ont connu leur père. Et en fait, ils ont avoué aux élèves, et ça c'était un moment assez fabuleux, que c'était la première fois qu'ils parlaient ensemble de leur père. En fait, leur histoire fait qu'ils ne se sont pas forcément accordés dans la vision qu'ils avaient enfin, dans ce qu'ils gardaient de leur père. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on montre aux élèves que parfois ce traumatisme qui a été la Shoah, un génocide, ce n'est pas seulement l'élimination des personnes, ce traumatisme ici se transmet. Là, par exemple, cette année, je travaille sur les déportés d'Orsay, on a réussi à contacter un descendant et en fait, sa mère a refusé qu'on travaille. Donc, on respecte évidemment ça. Et donc, on en parle avec les élèves et je trouve que ça ouvre, si vous voulez, à plus largement ce qu'est un génocide, en fait. Alors, pour enrichir la biographie, on avait décidé également de faire intervenir Daniel. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que je revois cette photo puisqu'il est décédé l'été dernier. Daniel est le plus jeune déporté revenu vivant de France, déporté par le convoi 77. Sa biographie, vous pouvez la lire sur notre site. Il avait 13 ans quand il a été déporté et il avait un témoignage magnifique. Alors, évidemment, en parlant du convoi 77, puisque lui l'a vécu, mais aussi plus largement de ce qu'a été la déportation. La visite de Drancy, donc tous les ans, on part avec mes élèves et on va voir à Drancy le lieu en fait, et on en profite pour faire un atelier. Il y a des ateliers au mémorial aussi très intéressants sur l'écriture et le travail d'archives. Et là commence donc la réflexion sur comment est-ce qu'on met en forme cette biographie historique. Alors, pour chacun des déportés, il y a une biographie historique sourcée, hein, donc vous voyez, avec les notes en bas de page, et donc vous voyez ici celle de Léo Cohn, mais on a eu envie, avec ma collègue, de laisser la liberté aux élèves en fonction des projets, en fonction des rencontres, du travail artistique, de dire eux aussi, et de faire une biographie artistique, j'ai envie de dire. Alors, pour les enfants de Léo Cohn, on s'est dit, on avait envie, puisqu'on a vu que chacun avait une image de Léo totalement différente, de leur dire qu'est-ce qu'il était pour vous, Léo. Et on a eu la chance, grâce à ces enfants, de rencontrer des petits-enfants et des arrières, et d'être en contact en relation épistolaire avec 2 arrière-petits-fils de Léo Cohn. Et on a fait une biographie à la façon de, si vous avez lu L'île des failles de Nancy Houston, c'est-à-dire on a commencé par les arrière-petits-enfants qui ont, eux, des témoignages de leurs parents. Et c'est une biographie comme ça qui va vers les dernières, c'est les enfants, donc c'est Ariel, Aviva et Noémie qui ont écrit sur leur père. Et la petite fille de Léo Cohn nous a proposé, elle est designer, et alors ça, on a trouvé ça fabuleux. Ici, vous voyez en hébreu et en lettres latines tous les noms de nos élèves. En arrière-plan, donc une photo de Léo Cohn, et donc le nom de Léo Cohn. Et elle a dit, moi, ce que j'ai envie de dire sur mon grand-père, c'est ça. Et ça a été l'affiche de notre spectacle aussi. Pour les sœurs Klotz, on avait tellement peu de sources. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on montre que la Shoah, c'est aussi la disparition de toutes ces traces que les nazis ont voulu.
Et les élèves ont fait 2 biographies différentes, enfin biographies, 3 poèmes, alors magnifiques. Et puis une biographie à la Pérec. Ils avaient lu W ou le souvenir d'enfance et on les a fait un petit peu travailler sur les Je me souviens. Pour Ida, on a fait une biographie dialogique, c'est-à-dire comme si Ida questionnait son père qui ne serait pas décédé à Auschwitz, mais lui parlait en fait de ce qu'il avait été, de son enfance. Alors sur Ida, ce qui a été où son père a grandi, est né et est resté même jusqu'à sa majorité. Tout a disparu, même le cimetière. Et ça, de montrer cet effacement-là total, cette destruction totale, c'est-à-dire que Ida disait aux élèves, mais moi je ne sais même plus, j'avais une tante, mais je ne sais pas combien mon père avait de frères et sœurs, sûrement qu'il me l'a dit, mais j'étais trop jeune quand je l'ai quitté, maintenant je ne sais plus, et plus rien sur la famille Fensterschap de Pologne. Et c'est voilà, la disparition du un génocide, c'est ça. Alors, d'autres, pour les Ruth et Charlotte, comme Charlotte avait fait partie des premiers élèves du Bauhaus, on a beaucoup travaillé sur les couleurs. Elle était communiste et avec une des artistes, on a travaillé sur les ombres et les lumières. Et donc, on a fait une biographie, enfin les élèves ont choisi quelques photos qui mettent en scène la vie de Charlotte. Et c'est assez magnifique. En ombre chinoise, hein, vous le voyez, et d'autres ont travaillé à une bande dessinée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont fait des choix, et donc on leur montre que là, pour le coup, c'est une biographie avec des choix ils ont choisi d'illustrer quelques moments. Alors, pour tous, on travaille également avec un comédien, mais ça, c'est un choix qu'on a fait. Et quand on avait 2 heures par semaine, en fait, on écrivait à la fois notre enquête. Le comédien écrivait une pièce sur notre enquête historique et la biographie. Donc, c'était assez fabuleux. Ici, vous voyez la mise en scène de Léo Kohn et les élèves font la mise en scène eux-mêmes avec le choix des costumes. Ici, vous voyez Ida qui a assisté à la représentation. Donc, la pièce s'appelait Yankel et les élèves ont fait l'affiche en art plastique avec ce fil à coudre magnifique puisque le père d'Ida était tailleur. Le dé à coudre, je vous l'ai dit, c'était le seul document que qu'Ida avait gardé, enfin pas document, le seul objet qu'elle avait gardé de son père. Et cette affiche était superbe, j'ai trouvé. Et alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, son père est découpé. C'était une photo de Yankel à Berlin. Elle découpée pour montrer qu'il a disparu et au contraire, donc le noir, c'est le vide et Ida est présente là au contraire. Ici, les affiches donc, des pièces de théâtre. Alors, cette année, depuis 3 ans maintenant, on travaille sur des pièces de théâtre déjà écrites. Cette année, on met en scène Grand-peur et misère du Troisième Reich parce qu'en 1 heure, on n'a pas le temps, c'est beaucoup, beaucoup trop court pour écrire une pièce de théâtre. Alors ça, c'est des œuvres qu'ont réalisées les élèves sur le travail sur Yankel. Il y en a une qui est magnifique, enfin elles sont toutes belles, mais celle de droite, les tisserands, montre ce que c'est qu'une biographie et l'élève qui a fait ça en disant une biographie, c'est ça, ça m'a fait penser, j'ai eu envie de travailler sur un tambour comme avait ma grand-mère qui fait de la broderie et de montrer qu'une biographie, c'est cette histoire-là faite de fil blanc, mais aussi avec des trous. Il y a de la colle, là, vous ne voyez pas, mais les petits filins, là, en fait, c'est de la colle. On essaye de recoller avec les archives, de réécrire, mais ces vides, ils existent quand même. Ici, des aquarelles qu'ont fait les élèves en art plastique. Bon, après, tout est possible. Les ombres chinoises, je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est une des dernières... c'est une élève qui a choisi de faire ça l'année dernière et je trouvais que c'était magnifique. Donc, toutes ces photos ont été prises pendant l'année, pendant le projet. Et en fait, ça, c'est un tableau qu'a fait le mari de Charlotte, qui est devenu un artiste assez connu après la guerre.
Et donc, les tableaux, et ça, c'est une photographie qui est refaite à partir des photos de tous les élèves. Alors, si on a, là, vous voyez peut-être pas, mais c'est des ombres chinoises sur le tableau en couleur. Donc, c'est que des photos de ce moment où on a travaillé et je trouvais que c'était assez beau. Alors, quel prolongement dans ce projet? Tout est possible, comme vous l'a dit Georges. C'est-à-dire, après, tout est… une année, on a eu envie d'aller à la maison de retraite, présenter notre projet. Alors, le maire a récompensé les élèves en leur donnant la médaille de la ville. Donc, ça, c'était… Et on a exposé en partie après les œuvres des élèves. Les pavés de mémoire, on a des pavés de mémoire qui ont été posés et qui commencent à être posés sur les déportés. Alors, encore faut-il que la ville, évidemment, accepte. On a transmis, nous, un de nos projets à l'école Estienne et les élèves de l'école Estienne se sont emparés de la biographie et l'ont transformée, en ont fait autre chose. Et ça, c'était assez intéressant, en fait, de montrer comment un projet d'écriture peut se transformer artistiquement et devenir complètement autre. On a un collègue suisse qui a, le maire de la ville avait été très, vraiment intéressé par ce travail de recherche et a décidé de baptiser une rue de la ville au nom de Jeanne Haas, donc déportée par le convoi 77. Et vous voyez ici l'inauguration de la rue avec les élèves. Moi, j'ai eu la chance d'avoir rencontré un journaliste du Patriote Résistant et les élèves ont pu écrire. Il m'avait proposé en fait que les élèves rédigent 4 articles. Jeudi va être projeté au cinéma de Caen d'arrêt d'essai, un documentaire tourné par des élèves d'un de nos collègues sur, vous le voyez ici, Zali, qui a été déporté donc, par le convoi 77. Ce film a été réalisé avec un cinéaste. Et auparavant, le collègue avait réalisé 3 émissions de radio, passées également à la radio sur les fréquences de la ville de Caen. Donc, vous voyez, il y a l'idée que le projet sort de l'école et ça, je trouve que et s'ancre dans un territoire. Alors, évidemment, il y a tous ces projets européens dont Georges vous a parlé et qui sont… Et là, on essaye de plus en plus que 2 écoles travaillent ensemble. Et puis, vous connaissez peut-être le projet Parler vivant, dont le but est de faire des parcours sonores dans les villes. Et donc, on peut imaginer dans les différents lieux où a vécu le déporté, de mettre en voie, là, c'est pour une mise en voie des biographies. Alors, les concours, évidemment, on a des collègues, là, une collègue qui a remporté un prix. Cette année, le concours, et je crois qu'il va être de nouveau prolongé l'année prochaine. En tout cas, c'est la discussion qu'on a eue au sein du CNRD sur l'école et la résistance. 300 enfants dans le convoi 77. Donc, c'est aussi une possibilité. En Algérie, les enfants étaient juifs, ne pouvaient pas aller à l'école. C'est aussi intéressant de montrer ça, ce qui n'était pas le cas en France. Donc, on peut là-dessus travailler. Et j'en viens, et ça sera mes dernières présentations. Donc, pour nous, la possibilité pour les élèves de présenter au grand oral du brevet ou du bac. Alors, on a depuis quelques années, les élèves le présentent au brevet. Moi, j'ai à peu près sur ma classe la moitié des élèves qui choisissent de faire leur grand oral sur le projet. Bon, on y passe du temps, mais c'est pour ça aussi, hein, évidemment, mais il y a énormément de choses et puis le travail artistique fait que chaque élève peut s'emparer de ce projet et ça donne des oraux totalement différents. En fait, le grand oral, également, donc depuis 2 ans, on a des élèves de terminale. Bon, la réforme a mis du temps à se mettre en place, je sais qu'elle a été compliquée et maintenant c'est beaucoup plus facile pour les collègues de terminale évidemment de préparer leurs élèves. Et là, nous, on a une jeune étudiante de Sciences Po en 2e année qui, à Poitiers, encadre des lycéens et qui est, alors j'ai préparé un petit peu ça avec elle, et qui est totalement disponible pour aider, pour accompagner les élèves donc à la préparation de cet oral. Mais évidemment, nous, enseignants, on peut également le faire. Et c'est fabuleux parce que je trouve que là, c'est la possibilité aux élèves, ça rend l'histoire sensible, et puis de travailler et de présenter sur des thématiques
totalement différentes. C'est-à-dire que ça peut être évidemment sur le travail de mémoire, mais on peut également travailler sur ce qu'est une biographie, ce que disait Jablonka, hein, que l'histoire c'est aussi une littérature contemporaine. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui de faire de la microstoria? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quelle est la différence entre l'histoire et la mémoire? Enfin, je ne vais pas développer puisque tout ça, vous le savez. Voilà ce que Carla Spodek, elle m'a laissé ses coordonnées pour vous, travaille en ce moment avec les élèves qui ont choisi de présenter leur grand oral. Donc, les apports du local dans l'étude de l'histoire, le cas du projet Convoi 77, comment faire pour continuer à transmettre la mémoire de la Shoah avec la disparition des témoins. Donc, ce sont des thématiques qu'ont pris les élèves. Après la destruction des traces, comment rédiger une biographie, l'art pour faire vivre les mémoires. Et l'idée peut-être, alors avec Georges, on travaille un petit peu là-dessus, à ce qu'on travaille une mémoire vivante et pas seulement que la mémoire européenne ne soit pas seulement Auschwitz, mais aussi cette mémoire vivante écrite par des jeunes du XXIe siècle. C'est une autre mémoire en fait, hein, et qui est très complémentaire et qui peut être très intéressant à montrer et à travailler avec les élèves. Alors en terminale, en collège évidemment, les problématiques sont beaucoup plus simples. Voici les coordonnées, mais je les laisserai peut-être à Déborah, au Clionaute, si vous voulez contacter Carla, qui vraiment se met et encadre parfaitement bien ces jeunes élèves et les aide à trouver des sources. Et alors, je voulais également, moi j'ai une élève qui a passé le concours de Sciences Po en fait l'année dernière, Carrie, qui l'a obtenu, et elle me disait qu'en fait, dans son dossier, une des questions était quelle est l'origine de votre intérêt pour les sciences humaines? Et je vous lis ce qu'elle a écrit, Salomé. Elle dit: le premier souvenir concret de mon intérêt pour les sciences humaines remonte au collège. Alors en troisième, j'ai été profondément marquée par ma rencontre avec Daniel Huberstel, ancien déporté. Son témoignage s'inscrivait dans le cadre d'un projet sur la Shoah mené par ma classe pour écrire la biographie de Léo Kohn, déporté, mort à Auschwitz en 1944. Une fois passée l'émotion, un travail de réflexion historique de fond fut entrepris en nous rendant aux archives du Bas-Rhin, au camp de concentration du Struthof ou encore au mémorial de la Shoah de Drancy. Cette introduction à la tâche des historiens constitue un point capital de mon parcours. Donc c'est intéressant ce qu'elle dit. Alors bon, vous imaginez bien que c'était une élève excellente, mais qui au départ n'a pas eu envie de participer au projet. Bon, alors elle était dans la classe, donc elle était obligée, mais elle était au départ très, très en retrait. Et c'est progressivement, et qu'elle s'est après totalement investie, à tel point que là, elle va peut-être même faire partie des étudiantes qui vont travailler pour nous, et à l'oral de Sciences Po. Et donc ça peut être motivant aussi. Elle a également, quand on lui a parlé de son intérêt pour l'histoire, elle a reparlé de ce projet, en fait. Alors en conclusion, c'est un prolongement évidemment des noms de Serge Klarsfeld, c'est-à-dire au-delà de redonner un nom, on redonne une vie maintenant et on tient à ce que chacun des déportés ait une biographie, même si elle est très courte. Vous imaginez que pour les enfants, le plus jeune avait 15 jours, les parents avaient été déportés avant, autant vous dire qu'on a très 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 peu de documents, mais on tient à ce qu'il y ait cette biographie. L'idée, c'est peut-être à terme de faire une étude prosopographique, puisqu'on a un microcosme de la société française. Et puis, là, je vous le disais, de construire peut-être une mémoire vivante écrite par des jeunes du XXIe siècle sur notre histoire européenne. Voilà, j'en ai terminé. Alors, voilà, je fais arrêter le partage. Voilà. Écoutez, merci Claire pour cette présentation. Merci Georges également pour le travail que vous menez ensemble avec le Convoi 77. Vos présentations ont bien su montrer toute la richesse de ce projet, son importance et je rappelle à quel point nous sommes ravis de pouvoir travailler avec vous et vous remercie encore pour votre présence ce soir. Alors, peut-être que des questions vont être posées par les participants, je ne sais pas. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous aurait une question à poser ou quelqu'un qui n'hésite pas ou qu'elle n'hésite pas, je lui donnerai la parole. Une main se lève.
Une main se lève. Alors, je ne la vois pas. C'est Attendez. Sylvie Février. Qui devrait allumer son micro. Sylvie Février. Ah, vous pouvez rallumer directement les micros, hein. Voilà. L'autre n'autorise pas les participants à activer eux-mêmes le micro. Ah bon? Si, on vous entend. On vous entend, on vous entend. Ah d'accord. Alors en fait, moi, je suis absolument admirative de tous ces projets et réalisations qui ont été faites à partir de ces collectes d'informations et ces biographies. C'est époustouflant. Et je voulais savoir si des associations, des centres de loisirs pouvaient aussi prétendre à ce type d'initiative. Donc, Tout à fait, absolument, absolument. Et merci de poser cette question. C'est vrai que le projet est en premier lieu destiné à l'école, mais il est effectivement tout à fait ouvert à des associations, à des clubs, à des associations de quartier qui voudraient participer à ce projet. Nous serions très, 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 très heureux que de tels projets puissent se réaliser effectivement dans le cadre que vous venez de préciser. Alors, à la réserve quand même qu'il y ait un historien ou quelqu'un, alors moi c'est aussi mon travail, hein, et on travaille aussi, alors j'ai oublié de vous dire, grâce à Georges, avec Laurent Joly et Alexandre Doulu et Sandrine Labo, qui sont vraiment nos historiens référents, et dès qu'on a une question, et ils répondent très très facilement, ils vont même chercher des archives pour les collègues, parce que le regard historique est important, donc qu'il y ait une relecture, c'est-à-dire qu'on a même une mairie du côté de Bordeaux qui, voyant ce qu'avaient fait deux lycées, a proposé de faire un projet beaucoup plus large et donc et d'associer effectivement, alors là c'était ils recevaient des jeunes, je ne sais plus dans quel cadre, pour les aider. Donc là, l'idée, c'était qu'il y ait quand même un référent qui soit historien, qui peut être quelqu'un du Convoi 77, hein, mais c'est important puisqu'on travaille sur des archives, parce qu'il y a une rigueur quand on travaille sur les archives qui est importante, et également dans l'écriture. Mais au contraire, voilà, c'est possible. Très bien, merci. C'est la question que je voulais vous poser. Il y avait une petite question qui portait dans le chat sur l'accès à la géolocalisation. En vous écoutant, j'ai fait un essai. Si vous avez eu, c'est Raphaël qui posait cette question, un problème d'accéder à la géolocalisation. J'espère qu'il est résolu maintenant. Je dirais simplement que accéder ou regarder la géolocalisation des déportés, nous vous conseillons de le faire sur un ordinateur et pas sur un téléphone portable, parce que le format du téléphone portable ne permet pas de voir d'une façon correcte et d'utiliser cette application de la meilleure façon que ce soit. Donc, c'est possible de le faire plutôt sur un ordinateur, même si en fait cette application est aussi accessible sur un téléphone portable. Je vois une question dans le chat de Déborah Musette qui nous dit: est-ce que l'on peut se proposer ou se lancer, mais pour l'année scolaire prochaine, je suis enseignante en Belgique, donc sur un des 4 déportés d'origine belge pour lesquels le travail n'a pas encore démarré. Au contraire, j'aurais dû le dire, c'est très bien de commencer l'année d'avant pour qu'on ait, nous enseignants, un train d'avance sur nos élèves, qu'on ait pu consulter les archives, commencer à faire des recherches, et même si on les lance après, mais si on a un train d'avance, c'est beaucoup plus facile en fait. Donc oui, vous pouvez vous inscrire en disant que vous vous inscrivez, mais vous commencerez l'année prochaine, et nous, on vous transmet déjà les documents, donc vous avez les premières archives, vous pouvez les regarder, on peut faire moi j'ai mon mail, on vous donne systématiquement mon mail, je peux vous appeler, on peut regarder, donc oui, c'est bien mieux de commencer l'année d'avant. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas de main qui se lève.
Alors peut-être s'il y a des collègues dans le Val-de-Marne, le 31 mai, la collègue qui est missionnée pour travailler dans les archives va faire donc l'inspecteur IPR référent mémoire va convoquer tous les collègues du département et il y aura une présentation à la fois des archives du Val-de-Marne et du Convoi 77. Et de montrer, donc là, la collègue a déjà fait un gros travail de recensement des archives, donc et comment travailler avec les archives locales et à la fois une biographie du Convoi 77. Très bien. Y a-t-il d'autres questions parmi les participants? Si d'ailleurs les questions ne sont pas immédiates, vous aurez bien sûr directement ou indirectement, par l'intermédiaire des clionautes, la possibilité de revenir vers nous et nous ferons bien entendu le maximum pour répondre de la façon la plus précise à vos interrogations. Notre objectif aujourd'hui était de vous présenter de la façon, je dirais, à la fois la plus large et la plus concrète ce que pouvait être ce projet pour des enseignants et peut-être donc pour vous motiver et faire en sorte que vous souhaitiez rejoindre cette grande famille qui a déjà été constituée par tous les enseignants, donc plusieurs centaines qui travaillent à l'heure actuelle sur le projet ou qui ont travaillé sur le projet une année ou plusieurs années de suite, aussi bien en France qu'à l'étranger, et que ce soit donc pour vous quelque chose qui puisse à la fois vous intéresser, vous motiver et faire en sorte que vos élèves puissent acquérir d'une façon un peu différente des connaissances et sur ce qu'a été la Shoah et par la même occasion d'acquérir des outils qui leur serviront certainement dans leur vie future en tant que citoyens, mais aussi peut-être dans leur vie professionnelle. Donc, merci encore à tous et à toutes d'avoir été avec nous ce soir et nous restons bien entendu à votre disposition. Merci aux clionautes de nous avoir accueillis. Merci à Claire d'avoir fait une belle présentation et nous espérons continuer la coopération que nous avons lancée maintenant avec vous. Tout à fait. Je suis certain qu'elle sera fructueuse. Tout à fait. J'ai simplement une dernière question qui nous m'est adressée par Déborah Musette, dans la suite de la question précédente. Il existe des initiatives similaires au Convoi 77 en Belgique, à votre connaissance? Alors, je ne pense pas. Je dois dire en passant que nous avons, à mon grand étonnement, quelques difficultés pour trouver des enseignants en Belgique qui participent à notre projet. Donc, nous serions très heureux que cette enseignante Déborah participe au projet et qu'éventuellement elle en parle à ses collègues pour que le projet puisse s'implanter plus largement en Belgique. Mais à notre connaissance, des projets semblables, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas connaissance de ces projets en Belgique. D'accord. Je pense qu'elle aura entendu le message et qu'elle reviendra rapidement vers vous. Je vois que l'heure, ça y est, nous arrivons à la fin de la conférence en ligne. Encore merci à vous, Claire et Georges, pour vos travaux, votre implication et vos présentations respectives. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre participation également à cet échange. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée, une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Bonsoir. Merci, au revoir. Au revoir.